Bonjour et bienvenue sur cette conférence. On va reparler d'un sujet quasiment historique, la gestion partagée des approvisionnements. Pour ça, je suis accompagnée de deux industriels, deux représentants d'industriels très impliqués dans ce processus, Adeline Armand et Didier Moisson. Je vais avancer sur une première partie pour reposer le concept de gestion partagée des approvisionnements. On passera ensuite au témoignage, comment on vit ça de l'intérieur. Et puis ensuite, on prendra quelques questions-réponses. Alors déjà, vous refaire une présentation rapide de Generix. La GPA, c'est un des sujets que l'on traite au sein d'une gamme qu'on appelle Supply Chain Execution chez Generix. Donc à peu près la moitié du business de l'entreprise. La GPA, c'est une petite partie de ça. Voilà, on est une entreprise aujourd'hui de rang international, d'origine française, avec un peu plus de 900 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a une gamme, comme je vous le disais, répartie entre des outils de supply chain exécution bien connus pour le WMS, le TMS, une autre partie EDI, des maths fiscales, donc facture électronique, et enfin une troisième partie qui concerne plutôt le point de vente, le marketing des ventes, donc la digitalisation du commerce omnicanal. Alors, comme la GPA, tout le monde ne sait pas ou ne sait plus ce que c'est, je reviens rapidement sur deux définitions. La gestion traditionnelle GPA, c'est vraiment une méthode qui va améliorer le taux de service au client final, au consommateur, en faisant mieux collaborer les distributeurs et leurs fournisseurs autour du sujet de réapprovisionnement des stocks. On verra, l'idée c'est d'avoir le bon stock dans l'entrepôt, pas trop peu, mais en tout cas tout ce qu'il faut pour que les magasins aient un taux de service optimal. On verra que ça intéresse tout le monde, y compris l'industriel bien sûr. Et puis il y a une variante à la GPA qui s'appelle la gestion mutualisée des approvisionnements. C'est sorti un peu après le concept de GPA, une fois que les gros industriels qui tout seuls faisaient des camions complets étaient arrivés à un taux de déploiement assez conséquent. D'autres industriels ou sur des clients avec des plus petits volumes pour pouvoir tout simplement livrer plus souvent des plus petites quantités sans impacter les coûts de transport. On a des organisations qui se sont mises en place pour mutualiser notamment les camions. Alors la gestion mutualisée des approvisionnements, on peut le faire avec ou sans GPA. Si on le fait avec GPA, l'optima du camion se fait avant même que la commande soit passée. Et puis il y a d'autres configurations où on peut essayer de mixer des commandes ensemble dans des camions. Voilà. Donc deux logiques de collaboration entre les distributeurs et leurs fournisseurs, ou inversement d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Au quotidien, la GPA, ça se passe comme ça. Sortie de la gestion d'entrepôt du WMS de chaque site de stockage du distributeur, des sites logistiques, pas les magasins. Il y a un flux qui passe par EDI, un message qu'on appelle l'Inventory Report, donc le rapport d'inventaire avec les niveaux de stock, ce qui est sorti, ce que l'on attend en réception, ce qu'on n'a pas pu sortir parce qu'on avait des manquants. Donc ça permet à l'outil GCR, l'outil de GPA, qui est localisé chez l'industriel. Alors pas physiquement, maintenant c'est du SaaS, c'est quelque part sur des serveurs. En tout cas, ça arrive au sein d'une équipe d'approvisionnement chez l'industriel dans un outil qui, grâce à ces éléments-là, va pouvoir reconstituer la notion de couverture de stock dans chacun des entrepôts de son client, de manière à déclencher automatiquement des quantités à réapprovisionner, en respectant évidemment les temps de préparation et de livraison des commandes. Donc on anticipe toujours sur les 2 commandes à venir pour savoir qu'est-ce que le client doit me commander maintenant. Voilà. Et en GMA, on fait la même chose, on peut faire la même chose. Cet outil va faire ce calcul de réappro, non pas pour les produits d'un seul industriel, mais pour les produits de plusieurs industriels dans un même groupe d'approvisionnement. Alors après, il y a 2 options. Soit l'industriel envoie une proposition de commande, encore un message dit au distributeur, ça intègre son système de commande, et il renvoie une commande EDI ferme, comme s'il n'y avait pas de GPA. Soit dans des modes de collaboration un peu plus aboutis, l'industriel s'auto-alimente des quantités à livrer et envoie un avis d'expédition au distributeur pour que celui-ci s'apprête à recevoir les quantités. Et dans ces cas-là, on va piloter par des indicateurs de performance, bien sûr, de couverture, de rupture, de taux de service, a posteriori.
La GPA, ça s'est pas mal déployé au travers le monde. Donc l'origine, c'est les États-Unis. La France avait démarré à peu près au même moment, pas avec les mêmes enseignes, en parallèle, toujours plutôt chez des gros industriels du food. Aujourd'hui, on voit ici une représentation des enseignes les plus connues pratiquant la GPA. Alors évidemment, les gros américains, mais en Europe, on voit que dans chaque pays, bon, le panorama du retail en Europe est quand même un peu plus dispatché qu'aux États-Unis. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui le font, essentiellement des enseignes de grande distribution dites alimentaires. Ça s'était déployé il y a quelques années dans d'autres secteurs comme le bricolage, la cosmétique, la pièce de rechange automobile également. C'est peut-être des choses qui vont ressortir, on verra plus tard. Pour l'instant, le gros du déploiement, c'est quand même dans les produits de grande consommation, alimentaires ou non alimentaires, mais chez des retailers, dits grands distributeurs alimentaires. Voilà, alors ici je vous ai mis sur un slide, parce qu'on a vu les enseignes qui pratiquent, mais évidemment avec qui ils le font. Ils le font avec des industriels représentatifs de tous ces secteurs d'activité-là. On a évidemment l'épicerie, le DPH, les deux secteurs historiques. Ça s'est beaucoup déployé dans les boissons, des gros volumes, bien sûr. Donc là, c'est des camions complets, c'est vraiment un terrain hyper favorable à la GPA. Également dans le frais ou le surgelé, toujours sur des gros volumes. Et puis quelques autres industriels qui s'y sont mis aussi dans des secteurs d'activité variés et également des prestataires logistiques, soit à qui des industriels confient le travail de réappro, donc ce job de réapprovisionneur pour le compte des industriels, soit qu'ils ont constitué des pools de plusieurs industriels qu'ils stockent dans leurs entrepôts et pour lesquels ils vont faire une gestion mutualisée des approvisionnements. En termes de bénéfices mesurés, donc là on a vraiment des bénéfices mesurés depuis à peu près 25 ou 30 ans que la GPA existe. Ça c'est des retours clients, donc c'est quand même assez efficient. On voit un taux de service magasin qui entraîne d'ailleurs moins de ruptures linéaires et plus de ventes aussi chez l'industriel. C'est trois façons de dire la même chose. La GPA, ça garantit un taux de service et donc de faire les ventes, surtout dans les promos. Enfin, pas que dans les promos, mais également dans les promotions, donc garantir le maximum de chiffre d'affaires par rapport à la tendance de consommation. On est également sur une réduction du stock en couverture. L'idée, c'est de ne pas prendre de risques. C'est pour ça qu'on part sur la couverture de stock et pas sur les niveaux de stock. On est bien au jour de vente, considérant le délai de réappro et de livraison des différents fournisseurs sur les différents sites de stockage. On est également sur une réduction du coût de transport de l'industriel parce qu'il arrive à mieux remplir ses camions. Ça, c'est une mesure pour une GPA classique. Si on passe en mutualisation, on est sur un effet de levier bien plus important, évidemment, puisqu'on va se mettre à plusieurs pour remplir systématiquement des camions, là où avant, on était peut-être en messagerie ou en camion complet, mais beaucoup moins fréquent. Voilà. Il y a aussi d'autres bénéfices, et je pense que nos deux témoins vont y revenir largement, des bénéfices moins mesurés, mais évidemment sur la qualité de la collaboration avec le client. La GPA, c'est souvent le premier pas pour aller plus loin sur du partage d'informations de qualité. C'est aussi mettre en place une relation de confiance et gérer des crises, des pénuries, des lancements de nouveaux produits ou des promotions ou, pourquoi pas, des grèves, des problématiques de transport. Et puis, alors ça, on peut le dire, je ne sais pas si on a des distributeurs dans la salle, mais évidemment, du côté du distributeur, quand vous faites 20% de vos fournisseurs en GPA, qui globalement représentent 80% de vos volumes, vous confiez à un industriel cette charge de gérer les appros. Donc non seulement il fait mieux que le distributeur en résultat, puisqu'il est focalisé sur ses produits, il a la vision de la chaîne amont, il sait bien sûr gérer ses promotions au plus près de l'intérêt des deux entreprises, des consommateurs, des ventes. Et donc il y a vraiment une charge d'appro qui est déplacée chez l'industriel avec des coûts administratifs qui réduisent. Et puis, on peut parler également, grâce au remplissage des camions, de l'incidence sur les gaz à effet de serre, bien sûr. En ce moment, à l'origine, ce n'était pas un des leviers. Aujourd'hui, ça l'est, c'est mesuré. Et on peut se poser la question, finalement, pourquoi 25 ans après, Generix refait une conférence sur la GPA. Moi, ça me rajeunit. Mais au-delà de me rajeunir, il y a effectivement des vraies raisons pour le faire. D'une, la supply chain, on a vu, plus ça va, plus c'est décrit, c'est disrupté
en permanence. Donc finalement, être à deux pour capter les signaux faibles et être à deux pour garantir le taux de service au consommateur, c'est pas plus mal. On a des informations des deux côtés qui fusionnent pour aller vers de la qualité. Évidemment, on a aussi le sujet du collaboratif. On parle dans les situations de crise ou de disruption de besoin de résilience des entreprises. Et un des points importants pour améliorer la résilience, c'est la collaboration avec ses fournisseurs. Donc c'est vrai entre les distributeurs et leurs fournisseurs. C'est également vrai entre les fournisseurs et leurs propres fournisseurs. Rang 1, rang 2, pour garantir et sécuriser finalement la filière d'approvisionnement, y compris pour faire face à des aléas. Voilà. Et puis bien sûr, les enjeux environnementaux. Donc on a dit que non seulement ça remplit mieux les camions, mais le fait de maintenir un stock bas en couverture, ça permet également de limiter le gaspillage, notamment alimentaire ou de produits. C'est-à-dire les industriels ou les distributeurs, s'ils ont trop mis le produit dans la chaîne d'appro, déjà, ils n'ont pas le droit de les détruire, sinon ils se font sanctionner. Donc, heureusement, ça part vers des chaînes de redistribution des produits vers ceux qui en ont besoin. Mais la bonne pratique, c'est quand même de limiter ces solutions de rattrapage et d'améliorer le niveau de taux de stock que l'on maintient dans la filière tout au long, y compris d'ailleurs au niveau de l'industriel. Voilà. J'ai parlé des taux de chargement, je regarde mon petit pense-bête. Ah, et puis les pistes de report modal également. Donc, je ne sais pas si on a des exemples chez PepsiCo, Refresco de report modal, peut-être pas dans le cadre de la GPA. Par contre, dans les boissons, en tout cas chez les minéraliers, ça existe. C'est un sujet qui se déploie de plus en plus. C'est d'ailleurs une conférence la semaine prochaine là, sur Supply Chain Village. Je fais la petite promo, c'est aussi Générix qui l'organise, avec 3 experts du ferroviaire. Pour expliquer que si c'est possible et ça se fait, mais là aussi le fait d'avoir la main en tant que distributeur sur les appros, de maîtriser les délais, les couvertures de stock, ça permet également de détendre la chaîne logistique puisqu'on peut mieux anticiper et donc d'étudier plus facilement des pistes de report modal qui, on le sait, en termes de délai de livraison, ont tendance à rallonger un petit peu les engagements clients. Voilà. Moi j'ai fini... je crois. J'ai fini ma partie. Je laisse la parole à Miss Armand pour nous expliquer comment ça se passe chez Refresco. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Adeline Armand, je suis chef de projet logistique au sein de la société Refresco. Refresco qui est une société d'embouteillage de boissons. Aujourd'hui, on a plus de 75 sites de production dans le monde et 5 en France. Notre société, elle produit plusieurs types de boissons, notamment des boissons au thé. Oui, si c'est possible de passer, pardon. Des boissons au thé, des canettes, des bouteilles en verre. On est très présent sur les boissons gazeuses, les jus de fruits notamment, qui était notre cœur de métier au départ. Et on se développe petit à petit dans les boissons alcoolisées, les boissons végétales. Voilà, on essaye de suivre la tendance aussi. Donc on est pas mal présent sur le marché de l'embouteillage. On fait de la GPA depuis 16 ans maintenant. On a démarré en 2009 avec le client Système U. La GPA, elle s'est surtout développée chez nous à partir de 2016. Entre 2009 et 2016, on était vraiment sur un déploiement progressif. C'est-à-dire qu'on a commencé par une région Système U, donc qui représentait 3 entrepôts sur une de nos usines. Petit à petit, on a déployé les clients comme Carrefour et Auchan. En 2011, on a décidé donc de pratiquer du coup la GMA, donc la gestion mutualisée des approvisionnements avec PepsiCo pour le client Carrefour au départ. On a continué à déployer cette GPA et cette GMA sur les 5 années qui ont suivi. Et en 2016, on avait quasiment tous les dépôts clients qui étaient en mutualisation avec PepsiCo sur Auchan et Carrefour. Et donc, on a commencé à se déployer sur le client Casino, qui aujourd'hui ne fait plus partie de notre portefeuille puisqu'on a arrêté la GPA avec eux. Et donc, en 2025, aujourd'hui, on se retrouve avec 3 clients en GPA et ou GMA avec PepsiCo.
notamment Carrefour, Auchan et Système U, qui représentent à peu près aujourd'hui sur notre société 30% des volumes annuels. Voilà, et on continue bien sûr d'essayer de se développer sur la GPA avec nos clients distributeurs. Aujourd'hui, j'ai essayé de lister les avantages que j'ai retrouvés de faire de la GPA avec nos clients. Je pense que le premier avantage et le plus important, c'est vraiment la relation client. Aujourd'hui, il y a un vrai échange, une vraie communication qui se fait avec les clients sur la GPA, puisque on est obligé de communiquer, que ce soit sur les entrepôts en tant que tels, les saturations, les choses comme ça, ou même sur la dispo produit, les promotions, l'analyse des stocks, les invendus, les obsolètes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vachement plus poussé avec la GPA que lorsqu'on passe juste, qu'on réceptionne les commandes. Après, il y a aussi une flexibilité qui se met en place sur la modification des commandes, puisque nous, en tant qu'industriels, on a la vision sur ce qui se passe chez nous, mais ce qui se passe chez eux. Donc l'avantage de ça, c'est vraiment de pouvoir analyser les besoins du client en fonction de ce qui se passe aussi chez nous. Si on a des problèmes de disponibilité produit, des problèmes de saturation d'entrepôt chez nous, si la capacité de chargement n'est pas respectée ou dépassée. Donc ça permet vraiment de communiquer avec eux, d'avoir un vrai échange là-dessus. L'optimisation du remplissage des camions, comme Isabelle l'a expliqué tout à l'heure. Alors, notamment par la GPA, mais aussi par la mutualisation avec PepsiCo, puisque si nous, en tant qu'industriels, on a des articles à faible rotation, ça nous permet aussi de remplir les camions avec une marque comme PepsiCo qui fonctionne plutôt très bien. La gestion des ruptures longues aussi, puisque aujourd'hui, si vous n'êtes pas en GPA, le client va avoir tendance à reproposer la commande plusieurs fois. Et donc, les gestionnaires clients vont avoir tendance à mettre en rupture les commandes, modifier les commandes. Alors que là, on a la gestion. On sait à quelle date on va pouvoir reproposer la référence ou le produit qui est en rupture. Donc, ça permet de communiquer avec les clients et aussi de limiter le nombre de modifications de commandes. Donc, ça fait gagner du temps dans le travail. Je pense que le résumé de tout ça, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, faire de la GPA en tant qu'industriel, c'est vraiment un apport dans le métier, puisque on n'est pas simplement en train de gérer des commandes, on a un vrai avantage, on analyse, on échange avec le client, on analyse les sorties des produits. On a une vraie valeur ajoutée en fait avec le client. On n'est pas simplement là à réceptionner les commandes et à les livrer. On connaît vraiment les produits avec eux. Plus spécifiquement dans la gestion quotidienne, la gestion des pics de vente aussi, c'est très intéressant puisque les entrepôts les entrepôts des clients vont avoir tendance peut-être à avoir des pics de sortie, des sorties un peu imprévues. Et en fait, nous, en tant que gestionnaire, on va pouvoir les identifier et éviter de surproposer des commandes, de surstocker les clients. Donc, on limite aussi le stock chez eux. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire de la GPA. Il y a aussi pas mal de pénalités en moins, puisque les pénalités, en fait, elles vont se faire sur ce qui ne va pas être servi entre l'entrepôt du client et le magasin. Si vous, dans votre commande en amont, vous n'avez pas servi des produits, vous n'êtes pas forcément pénalisé là-dessus, puisque ce qui importe au client, c'est d'avoir le stock à l'instant T pour pouvoir servir ses magasins. Donc là, il y a un vrai avantage aussi. Si un jour, vous avez une production qui est décalée ou annulée ou reportée, ce manquement dans le camion ne va pas forcément être pénalisé par le client, donc il y a un vrai avantage financier. Le management de la disponibilité produit, si vous avez un stock limité chez vous, vous allez pouvoir identifier les entrepôts qui tournent le plus à ce moment, à l'instant T, et pouvoir répartir le stock, alors que le client en tant que tel, lui, c'est vrai que c'est plus difficile de lui communiquer le stock qui nous reste pour lui demander de faire une répartition. Aujourd'hui, on prend la main directement sur ces sujets-là. Voilà, donc le résumé, je pense que c'est vraiment de dire que ça apporte que des effets positifs de faire de la GPA parce qu'on crée une vraie relation à long terme avec nos clients. Aujourd'hui, on n'est pas simplement gestionnaire de commandes, on est vraiment gestionnaire clientèle. On gère vraiment avec eux, pour eux. Et il y a un vrai travail d'équipe qui se fait. Et je pense que du coup, au long terme, j'ai peut-être pas forcément de bénéfices financiers à vous présenter, mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que le bénéfice il est positif en fait sur la durée de collaboration qu'on a avec les clients. Voilà, on partage plus de projets et on travaille vraiment main dans la main via la GPA. Voilà, merci à tous.
Allô? Oui, bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc moi, c'est Didier Moisson. Je suis responsable du service client sur la partie boisson chez PepsiCo. Je vais vous présenter très rapidement PepsiCo en un slide, bien sûr. Alors, je suis désolé, il n'y a pas énormément de visuels, mais vous connaissez certainement les marques que l'on fait. Donc nous, on est présent sur 3 catégories, boissons, épicerie, à peu près 50% pour chacune des catégories. Et on fait aussi du frais, avec la dernière marque que vous voyez sur le slide qui s'appelle Alvalé. Ce sont les petites briques rouges de Gaspacho. Marque emblématique, Lipton Ice Tea, Pepsi, 7up pour tout ce qui est boisson. Et en food, on a donc Lay's, Ben & Nuts, Quaker et Doritos. PepsiCo France, à peu près 700 collaborateurs, 800 références. On est présent sur les 3 circuits GMS, AFH, Export. On est régulièrement tagué comme top employeur. Et pour la petite histoire, la BU France, elle date de 1993. Donc autant PepsiCo, c'est un grand groupe mondial très connu dans bien d'autres pays. Pour la France, effectivement, on est relativement petit. Alors, j'ai pas mis le chiffre parce qu'il y a pas mal de données différentes, mais en gros, on fait plus ou moins 1 milliard de chiffre d'affaires, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Voilà. Et donc, la BU s'est constituée en 1993, qui est quand même relativement récent pour un grand groupe comme le nôtre. Donc ça, c'était pour la présentation de PepsiCo France. Alors, pour les bénéfices de la GPA, bon, je vais éviter de quelques redites, je vais le dire en tout cas avec mes propres mots, comme ça vous permettra de mieux appréhender le sujet. Donc nous, il faut savoir que la GPA, c'est plus de 50% du business. En termes de volume, on doit être maintenant à peu près à 60%. Et vraiment, on pousse, entre guillemets, on est moteur dans la relation avec nos clients pour faire de la GPA. Donc à chaque fois qu'il y a un client qui peut arrêter la GPA, on est assez déçu. Entre guillemets, on va tout faire pour garder la GPA. Et inversement, on cherche avec d'autres clients à développer la GPA. Bon, pour les bénéfices clients, je fais très simple, mais en résumé, c'est un meilleur taux de service, des réductions de stock qui sont chez lui, donc une réduction de son cash flow, et puis bien sûr une réduction de charge de travail, puisqu'en gros, c'est vraiment l'industriel qui gère toutes les commandes pour le compte du client. Alors, au niveau des bénéfices, le premier, Adeline en a pas mal parlé, c'est vraiment la flexibilité de l'approvisionnement. C'est-à-dire que nous, alors on parle de pilotage bas, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on sait qu'en stock, d'un point de vue dispo, on n'a pas énormément de produits sur telle ou telle référence, on va acter qu'on va les piloter bas. Ça veut dire qu'on va continuer l'approvisionnement, mais on va un petit peu le réduire. C'est-à-dire que la couverture de stock chez notre client, en général, on est autour de 15-20 jours pour chacun des produits, chaque référence, chaque dépôt. Là, en l'occurrence, quand on fait du pilotage bas, on va descendre de quelques jours, ce qui va nous permettre de reconstituer un peu notre stock en amont côté industriel. Pareil, Adeline en a parlé, la priorisation des contenus des commandes. Alors, on n'est pas dans la rupture longue, ça veut dire qu'on ne communique pas toutes nos ruptures longues à notre client. Enfin, en tout cas, quand elle est vraiment avérée, on la communique à notre client. Inversement, quand on sait qu'on va être plutôt sur des ruptures perlées, on peut sans problème, effectivement, puisqu'on a la main sur les commandes, on peut au dernier moment décider de remplacer 2-3 palettes de telle référence par une autre. Donc, encore une fois, ça nous protège du taux de service. Comme, encore une fois, il y a une couverture de stock chez le client, ça ne veut pas dire qu'on tombe en rupture. Et puis, date courte également. Ça veut dire qu'on peut jouer, effectivement, si on sait qu'on a des produits sur lesquels on est en date courte, enfin, en tout cas, on sait qu'on va être proche de la limite du contrat date, on peut, pareil, éventuellement pousser chez le client. On est toujours clean d'un point de vue contractuel avec le client, mais voilà, ça nous permet d'écouler un peu plus cette marchandise. Donc, vraiment, on a la main sur la partie approvisionnement. L'autre point également, c'est la flexibilité sur les dates de livraison. Adeline en a également parlé. On travaille beaucoup sur le lissage des commandes. Quand aujourd'hui, vous avez des entrepôts sur lesquels l'activité doit être assez régulière, puisqu'après, il peut y avoir des contraintes de transport, de planning, etc., la GPA est un bon moyen de lisser les commandes. C'est-à-dire, comme on a la main sur les commandes, on a la main en fait, sur les dates de livraison, et du coup, on peut sans problème décaler dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir les commandes. Donc voilà, ça nous arrive au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on voit qu'on a des pics, éventuellement, l'entrepôt nous interpelle en nous disant « Attention, on a un problème de charge ». Et du coup, nous, en amont, côté service client, on peut sans problème décaler un petit peu les commandes. Flexibilité sur les lieux d'expédition. Là, c'est un peu plus
un peu plus tricky, entre guillemets. Chez PepsiCo, en fait, on a des réseaux logistiques qui sont relativement complexes. Ça veut dire que pour chaque catégorie, on a un minimum 2 points d'expédition, voire 3, voire 4. Ces lieux d'expédition, en fait, ils sont dispatchés dans la France. Et en fait, par rapport à la localisation d'un point de livraison, c'est plus intéressant pour nous de livrer telle référence, je ne sais pas, par exemple, de la région du nord de la France, et puis pour d'autres références, de la région du sud. Comme on a la main, encore une fois, sur les commandes en GPA, on peut tout à fait faire des camions uniquement avec des références qui partent du nord, et puis inversement, on peut faire des commandes uniquement avec des références qui partent du sud. Ça, c'est assez pratique parce qu'on peut le faire en interne. On peut même jouer sur la flexibilité, c'est-à-dire au dernier moment se dire j'ai trop de produits, par exemple, sur mon entrepôt du sud, je décide au dernier moment de faire partir telle ou telle référence du sud, alors qu'habituellement, je la fais partir du nord. Tout ça, c'est de la flexibilité qu'on a en interne, parce qu'encore une fois, on a la main sur nos commandes. Par expérience, si on demande au client de séparer ses commandes et dire « Monsieur le client, bonjour, faites partir telle référence pour telle commande et puis telle autre pool de référence pour telle autre commande », il y a des clients qui jouent un petit peu le jeu et puis il y en a qui sont largement réfractaires. Donc c'est vrai que la GPA nous permet vraiment cette flexibilité. Donc derrière, ça veut dire des savings, bien entendu. Remplissage camion, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le multidrop. Aujourd'hui, quand on voit que tout seul, on n'arrive pas à faire un camion complet, parce qu'aujourd'hui, les CGV de PepsiCo, c'est des camions complets, eh bien, au lieu de discuter sur des barèmes quantitatifs avec nos clients, et du coup, discuter pricing sur nos produits, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise nous-mêmes des multidrops. Ça veut dire que sur un même camion, on livre d'abord un point de livraison A, et puis un point de livraison B. Ça, encore une fois, on a la main sur la GPA, on le fait entre nous, on fait même des multidrops entre différentes enseignes, différents clients. C'est transparent pour le client, encore une fois, puisqu'on a la main sur les commandes. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour la petite histoire, je fais une petite pause, mais il y a un client aujourd'hui qui est venu nous voir, je ne vais pas le nommer, mais il nous a dit, moi, ce que je constate quand même, c'est que chez certains fournisseurs, finalement, avant, j'étais en EDI, maintenant, je suis en GPA, mais au niveau charge de travail, ça me demande autant de temps parce que en fait, je suis énormément en train de contrôler ce que fait le fournisseur. Donc, je passe beaucoup de temps à vérifier parce que je sens que le fournisseur ne maîtrise pas trop la GPA, donc je passe beaucoup de temps à vérifier les choses. Alors, il nous a challengé un petit peu PepsiCo et puis c'était un peu un dogme de l'enseigne. Et puis du coup, nous, on lui a raconté en fait tout ce que la GPA procurait. On lui a dit, en fait, vous savez, grâce à la GPA, on fait des multidrops. Et les multidrops, aujourd'hui, vous ne le voyez pas qu'on fait des multidrops. Mais si demain on arrête la GPA, on va vous livrer un camion partiel et du coup il va falloir discuter tarif produit, quoi. Ou alors on va vous livrer une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Pareil, on lui a dit, nous aujourd'hui effectivement on a des lieux d'expédition du nord au sud. Si on arrête la GPA, vous allez devoir gérer des commandes séparées. Bref, on lui a amené pas mal d'arguments et relativement facilement on a réussi à le convaincre en fait qu'il fallait rester en GPA. Voilà, donc nous on est très contents parce qu'on arrive à rester en GPA avec lui. Mais encore une fois, voilà, c'est pour montrer qu'aux yeux du client, si tout va bien, les commandes, c'est assez transparent à gérer. Mais nous, ça nous apporte quand même pas mal d'avantages côté industriel. L'optimisation des stocks, enfin, chez Pepsi, on parle de boissons, on parle d'épicerie, on parle de basse saison et de haute saison. Ça veut dire que l'été, on consomme forcément beaucoup plus de boissons, beaucoup plus d'apéros. Donc en fait, on fait une montée de saison en mars-avril. Pour tout l'été, et puis à la fin de l'été, on baisse, on parle de fin de saison. Là aussi, en fait, on arrive à gérer ces montées de stock, ces baisses de stock. C'est-à-dire qu'en fait, comme on connaît nos produits, on connaît notre portefeuille, on sait très bien le stock classique qu'il y a chez le client, et en début de saison, on maîtrise en fait cette montée en stock, donc on augmente les stocks chez le client, on le fait encore une fois en basse saison de façon inverse. Encore une fois, c'est une valeur ajoutée qu'on apporte au client, et c'est transparent pour le client, parce que le client... Alors bien sûr, il fait attention qu'on n'explose pas ses stocks chez lui, mais c'est une valeur ajoutée qu'on lui apporte également. Donc voilà, en gros, moi, c'est vraiment les gros bénéfices que je vois chez PepsiCo, en plus de tous ceux qui ont été dits, précédemment. Pour conclure, ça a été dit, mais c'est vrai que chez Pepsi, la GPA, c'est vraiment une step dans la collaboration du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients avec qui
On l'a dit tout à l'heure, on fait de l'EDI, on reçoit les commandes du client, on les honore et puis ça s'arrête là. Il n'y a même pas beaucoup d'échanges. Il y a un step intermédiaire qui est effectivement la GPA. C'est-à-dire que nous, on considère ça comme un step intermédiaire avec le client. Donc on échange avec lui. Bien sûr, c'est des échanges réguliers. Il y a un check de la performance, etc. Et puis ce step de la GPA nous permet d'aller encore un cran plus loin dans la collaboration avec les clients. Et là, dans ces cas-là, on arrive à faire soit de l'OSA, donc de l'on-shelf availability, c'est-à-dire du contrôle en gros de rupture en linéaire, soit en partage de la prévision avec certains clients. Et puis, on peut imaginer de faire du value stream mapping, c'est-à-dire qu'on regarde les process côté industriel, côté client, et puis on travaille ensemble pour améliorer les choses d'un point de vue supply. Donc voilà, c'est vrai qu'encore une fois, pour nous, la GPA, au-delà du day-to-day, en termes de collaboration avec les clients, ça nous permet de cranter aussi d'autres projets avec eux. Dernier point, il faut savoir que la GPA, c'est toujours en évolution, en mouvement. On travaille beaucoup avec Generix, puisque bien sûr, on utilise l'outil GCR de Generix. Refresco aussi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on travaille sur des évolutions de GPA. Donc, je vous en donne deux. Le premier, c'est la shelf life. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà de recevoir les stocks de nos clients, l'idée, c'est de recevoir les stocks de nos clients avec la shelf life. Comme ça, si on est au courant en fait, de la shelf life des produits qui sont stockés chez nos clients, pareil, on peut jouer là-dessus. C'est-à-dire, si en gros, s'il y a des produits qui vont rapidement partir parce qu'on sait que la shelf life elle est assez courte, on peut discuter avec le client de façon à approvisionner de façon intelligente. Donc ça, c'est des évolutions qu'on peut avoir. Et puis le dernier, c'est l'optimisation stock end-to-end supply. Je fais très simple. Aujourd'hui, vous savez que le stockage, ça coûte cher. On stocke chez PepsiCo, on stocke chez le client. Quand c'est les hautes saisons, on rajoute du stock. Quand on fait de l'écrêtage, on rajoute encore du stock. Bref, sur tous les stockages de la supply chain, on se gonfle entre guillemets en stock. Aujourd'hui, c'est des stocks qui coûtent très cher. Et là, on est en train de travailler justement sur comment, d'une façon end-to-end de la supply, on peut réduire nos stocks. L'idée, c'est quoi? C'est de dire tout simplement, si on a beaucoup de stocks chez Pepsi, on peut en avoir moins chez le client. Et inversement, si on voit qu'il y a beaucoup de stocks chez le client, on en a moins chez Pepsi. Donc voilà, tout ça, vous imaginez, c'est des projets assez complexes, avec pas mal d'échanges de données avec nos clients. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles on souhaite travailler à l'avenir. Voilà pour le retour d'expérience Pepsi. J'espère avoir été clair. Et je crois que maintenant, il y a un petit round de questions pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Parfait timing, bravo. On a 5 minutes pour répondre à des questions, si vous en avez. Et puis sinon, on a notre stand juste derrière là-bas, avec même un cocktail, je crois, dans quelques temps, dans pas longtemps. C'est gentil, merci. Bonjour et merci pour vos partages. Donc, je suis Diko Mariam Diallo, je suis consultante chez PwC. Et je voulais savoir, vous parlez de 60% aujourd'hui de vos volumes qui sont en GPA. Qu'est-ce qui bloque finalement avec clients qui ne sont pas en GPA? Parce qu'on voit tous les bénéfices. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est des types particuliers? Je vais répondre du coup pour les 60%. En fait, il y a vraiment une politique de certains clients à ne pas passer en GPA. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a un grand aujourd'hui qui ne veut pas passer en GPA, pour faire simple. Il préfère passer lui-même ses commandes, il préfère gérer ses stocks, il préfère tout faire lui-même. Donc voilà, pour l'instant, on a plusieurs fois essayé de négocier, etc. Et voilà, ça ne se fait pas aujourd'hui. Donc c'est un peu pour moi, c'est un peu des modèles aussi de distributeurs. Il y en a qui sont prêts à partager leurs données, il y en a qui sont prêts à être un peu transparents sur ces sujets-là, et puis il y en a au contraire qui préfèrent garder la main. Donc en tout cas, voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a quelques gros industriels chez qui la GPA pour l'instant n'est pas un sujet, quoi. Plus un sujet de données alors? Pardon? Ouais. Plus un sujet de données, c'est ça? Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup un sujet de données, ouais. Sujet de données, pas forcément performance, mais effectivement surtout données, ouais. D'accord, merci.
Côté Refresco, vous avez dit qu'il y a un client qui avait fait de la GPA et qui n'en fait plus. Qu'est-ce qui a foiré? Non, le client en question, c'est le distributeur Casino. Et en fait, c'est pas forcément que ça a foiré, c'est simplement l'enseigne qui n'allait pas très bien. Et du coup, la GPA n'a pas continué pour ces raisons-là. Ouais, c'est vraiment une question d'état de l'enseigne, mais pas forcément. Sinon, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de souci en tant que tel dans la GPA avec eux. Alors du coup, j'élargis ma question. Est-ce que aujourd'hui, avec des clients que vous avez en GPA, il y a des freins qui viennent ou qui reviennent de temps en temps dans la relation? Et quels sont-ils? Je commence juste. Alors moi de mon côté, je pense que l'indicateur principal de suivi de la GPA, c'est le taux de service. C'est-à-dire est-ce que Refresco répond aux attentes du client. Donc on met en place des conventions GPA avec les clients, avec une obligation aussi de résultat auprès d'eux. Je pense que ça, c'est vraiment le premier frein. C'est-à-dire que si pendant plusieurs mois, on n'est pas au rendez-vous, ça peut être aussi une source d'arrêt de la GPA avec le client. Pour moi, c'est vraiment l'indicateur principal. Après, je ne sais pas, toi, Didier, si tu avais... Je rejoins en fait. Il y a deux indicateurs. C'est le taux de service, donc le taux de service aval. Hein. Le taux de service aval, c'est vraiment le taux de service en fait entre les entrepôts clients et les magasins. Donc c'est le taux de service des entrepôts ou des magasins? Entrepôts vers les magasins. Enfin, en gros, c'est par rapport aux commandes des magasins. Donc ce n'est pas la disponibilité du produit en rayon. Alors ça, c'est encore autre chose parce que ça a un impact sur effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en EDI, c'est-à-dire qu'on répond simplement aux commandes, entre guillemets, le taux de service, je l'appelle amont, c'est-à-dire c'est entre l'industriel et puis l'entrepôt. Alors que là, en fait, le taux de service qui est mesuré, c'est par rapport aux commandes magasins, puisque comme on gère le stock en fait du client, du coup, voilà, on est objectivé en fait par rapport à ce taux de service. Donc en gros, il y a le taux de service, effectivement, sur lequel il faut être au rendez-vous. Et puis, encore une fois, j'en parlais, c'est la couverture de stock. C'est-à-dire la couverture de stock, globalement, voilà, en général, on est autour de 15-20 jours. Bon, si demain, vous pilotez à 40 jours, le client, il va vous dire, je suis désolé, mais ça nous coûte trop cher, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'avantages, on les a listés côté industriel. Voilà, l'inconvénient, c'est, pour faire simple, hein, l'inconvénient, entre guillemets, c'est de la charge de travail, forcément. Hein, il y a des équipes dédiées qui font de la GPA. Et puis deux, il y a une obligation de résultat. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que sur la GPA, tous les mois, on revoit, c'est au moins 2 indicateurs avec les clients, quoi. S'il n'y a plus de questions, on vous libère. Merci beaucoup, Amandine et Didier. Merci à tous. Moi j'en fais déjà en fait.